sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Steitel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, au Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que ton Lonca. sommeil soit moins pesant. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui se demandent bien, ou pas, pourquoi ils continuent de conserver leur stylo plume dont ils ne se servent plus. Lors de la venue des Boat People dans les années 70, dans le groupe auquel j'appartenais et qui faisait de la récup pour les arrivants démunis de tout, je m'étais chargé de récupérer des vêtements, vous le savez tous, j'étais smatologue, mais aussi de quoi écrire. Les gamins devaient aller à l'école et fallait bien qu'ils aient de quoi travailler. Outre de récupérer du matériel scolaire auprès des amis, j'ai donné tout ce que je possédais. J'avais des stylos plumes de marque, de grosseur et de couleurs différentes, avec bien sûr aussi des recharges, ne conservant que mon premier Waterman, un achat de mes parents, dont la plume était légèrement écrasée. Il y eut une soirée extraordinaire avec ceux qui avaient voyagé sur l'île de Lumière. Ça date de 79, et je suis certain que tous ont pu refaire leur vie en France et se fondre dans le paysage avec au cœur l'envie de réussir et de ne jamais décevoir. Notre médecin de famille, le docteur David, écrivait avec un stylo plume, noir, énorme, gros. La plume était d'or, c'était fascinant de le voir écrire. Les autres toubibs que j'ai fréquentés par obligation, eux aussi écrivaient avec un stylo à plume énorme. J'ignorais que le stylo à plume n'avait pas un, mais plusieurs créateurs et concepteurs de cet objet utile et interdit à l'école dans notre jeunesse, comme le stylo-bille un peu plus tard. C'était porte-plume et rien d'autre. Ce dont je me souviens, c'est que c'est Waterman qui invente la cartouche d'encre, mais je me souviens très bien de mon stylo à plume avec un piston. Je suis certain que vous avez oublié le stylo à piston avec lequel on en foutait partout en le remplissant. J'avais ma bouteille d'encre, qui avait une forme bizarroïde, un mélange de pyramidal et d'octogonal dans mon cartable, et immanquablement, la bouteille s'était retournée dans le sac, donc en dévissant le bouchon, je me badigeonnais les doigts, et en ce temps-là, pas de mouchoir jetable, mais un vrai mouchoir en tissu qui était impossible à récupérer une fois qu'il était plein d'encre, et à la maison, savon de Marseille et pierre ponce pour les doigts et la paume de la main. Vas-y, frotte, frotte. Eugène Sue écrit Le Juif errant en 1844 et publie son roman en feuilleton dans le journal Le Constitutionnel jusqu'en 1845. Entre-temps, le livre est édité. Pour ceux qui n'ont jamais lu le livre, il faut savoir que c'est un réquisitoire contre le fanatisme et l'intolérance religieuse. Le livre a eu un succès énorme auprès des athées, laïcs et religieux non fanatiques. L'un des propriétaires de ce journal libéral fut Jules Isaac Mires, juif d'origine portugaise, dont la carrière subit des hauts et des bas.
Il avait des idées novatrices telles que le prêt à bateau à la classe populaire. L'auteur du roman, Eugène Sue, était un homme à femme et n'avait rien à envier ni à Don Juan et ni à Casanova. Ce qui nous avait fait marrer au collège, c'est lorsque le prof, interrogé par les gamins les plus dingues de littérature, nous avait dit qu'Eugène Sue, grand dandy, financièrement à l'aise, était appelé par ceux qui l'enviaient le beau Sue. Nous, on pensait évidemment que ça s'écrivait le bossu. Mais nous n'avions pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Un film est réalisé en 1926 en France. C'est un film muet tourné par Luis Mora. Je n'ai jamais vu ce film, mais mon père m'a dit que le scénario était quelque peu différent du roman. C'est l'un des premiers films que mon père avait vu en Pologne, avec aussi Le Bonheur juif, un film soviétique réalisé par Alexis Granovski, sorti en 1925, inspiré par une nouvelle écrite par Sholem Aleichem. Je reconnais que je me souvenais que mon père m'avait parlé des films qu'il avait vus en Pologne, mais j'ai dû chercher sur Internet pour retrouver le titre « Le Bonheur juif », car je me souvenais juste que c'était un film russe, et comme c'est le titre qui est le plus cité sur la toile, je me suis dit que cela ne pouvait être que celui-ci. Dans Le Juif errant, Antonin Artaud est l'un des acteurs du film. Là encore, je ne le savais pas. Mais il y a sur le net la description du film. Du temps du muet, il y avait déjà des projections itinérantes de films, y compris en Pologne. Le matériel était emporté dans des carrioles tractées par un cheval. Il y avait entre 2 et 3 personnes qui géraient les séances qui se passaient dans des locaux offrant de l'espace. Il n'y avait pas d'écran portable. Il fallait trouver un mur blanc, sinon un grand drap faisait l'affaire. Lors de la séance, un pianiste qui faisait partie de la troupe assurait le son. Il jouait aussi d'autres instruments tels que l'accordéon, le violon, mais aussi des anches et des cuivres. Cela lui permettait, en fonction de la séquence, de trouver le bon arrangement. S'il y avait des moyens, un petit orchestre faisait l'affaire. Le plus souvent, dans la salle, les gens chuchotaient pour deviser avec leurs voisins, et la vodka passait de rang en rang.
Vous avez sans doute reconnu le thème de la musique de Cinema Paradiso d'Ennio Morricone, interprété ici par le merveilleux violon de Renaud Capuçon. Mon père avait aussi vu les comiques anglais et américains en muet. C'est merveilleux de savoir que j'ai ri des mêmes films muets vus par mon père. Ma mère m'avait dit avoir vu le Ben-Hur tourné en 1925 avec Ramon Novarro dans le rôle principal. Elle m'a aussi raconté sa déconvenue en apprenant que l'acteur fut l'un des rares à afficher son homosexualité. Avec ma tante Simone, sa sœur aînée, elle connaissait tous les potins sur les acteurs, et ma mère, après, en parlait dans l'atelier, genre Randolph Scott était l'amant de Ramon Navarro. Mais de toute façon, je ne savais pas alors ce que signifiait homosexuel, pédéraste, amant et autres. Pour le Ben-Hur en muet, lors de la course de chars, les gens trépignaient sur leurs chaises en bois, ce qui donnait la sensation d'être dans l'arène. Je me souviens qu'elle m'a raconté avoir vu avec ses copines le chanteur de jazz avec Al Jolson. Pensez donc à cette époque, un Yid à Olson, Sinatra avant Sinatra. Si mes parents aimaient le cinéma, je peux répondre par l'affirmative et vous dire à quel point j'ai été gâté pour avoir été aussi souvent au cinéma avec mes parents et aussi d'avoir été complètement KO après ma première séance au Grand Rex. Mes parents adoraient se divertir, et si un film leur permettait d'apprendre quelque chose, ils nous y entraînaient, ma sœur et moi. Une grande frayeur et un régal visuel, Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau en 1956, La claque de ma vie suivie de Les rendez-vous du diable d'Arun Tazieff en 1959, et encore La Grande Prairie et Le désert vivant de Walt Disney, toujours au Grand Rex. Pour ce qui est des films de divertissement, j'en ai eu mon comptant. Tous les Shirley Temple, tous les Joselito, tous les films avec le jeune acteur Sabu et évidemment tous les Walt Disney. Mes parents avaient acheté un petit appareil de projection 8 mm. Mon père faisait des séances dans le salon salle à manger. Le drap était fixé par des épingles sur les rideaux. Charlot, dessins animés et surtout Jiří Trinka que j'adorais par-dessus tout, des marionnettes animées. Alors j'ai fabriqué des marionnettes avec des tubes de bobines de fil. Nous allions soit acheter, soit louer des bobines chez Gaillou sur le boulevard Saint-Martin, magasin situé avant la descente des escaliers pour aller au théâtre. Notre appareil était une petite merveille. J'avais appris à recoller les films qui avaient cassé. Les boîtes de rangement étaient sublimes. Ce n'étaient pas de grandes bobines. Les films étaient en noir et blanc et n'excédaient pas les 5-6 minutes, me semble-t-il, pour les petites bobines, et pour les autres en demi-format, 15-20 minutes. Max Sennett, Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlot, Laurel et Hardy, Max Linder, Roscoe Conkling Arbuckle, alias Fatty. Le projecteur ronronnait et papa chantait. Avoir une caméra en Pologne était un vrai luxe, et se payer le premier appareil léger et transportable comme le chrono de poche de Demeny demandait outre des moyens financiers, mais de la compétence pour le faire fonctionner. Les photographes professionnels furent parmi les premiers à investir dans cette nouvelle technologie. Avec le smartphone ou l'Android, tout le monde se prend pour Henri Cartier-Bresson ou Spielberg. Et je me moque de moi en écrivant ça. Depuis, avec les ordinateurs et les logiciels, il est aisé de travailler ses propres photos, trucages, retouches, découpages, etc. C'est ainsi que de fil en aiguille, j'en suis venu à faire des montages perso. Certains ont déjà visionné ce montage sur le shtetl de ma famille, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici ma vision sur un monde disparu. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars.
Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org